Je me suis tellement habitué à entendre que Donald Trump est le larbin de Vladimir Poutine, un agent sincère et désintéressé du Kremlin, que j'ai même été gêné lorsque j'ai soudain entendu exactement le contraire de la part des mêmes personnes. Ceux qui, pendant des années, affirmaient que Donald Trump avait été recruté par les services de secret et agissait exclusivement dans l'intérêt de Moscou, n'ont même pas pensé à admettre qu'il s'était trompé. Ils ont simplement fait comme si rien de tout cela ne s'était passé et sont passés à une nouvelle version de la réalité. Désormais, après l'opération de Donald Trump au Venezuela, ces mêmes commentateurs écrivent tout à fait autre chose. Le perfide et maléfique Donald Trump a attaqué un État souverain qui n'avait rien fait de mal à l'Amérique, afin de s'emparer de ses ressources pétrolières, de faire chuter le prix du pétrole russe, de plonger l'économie russe dans la stagnation et de la priver de la possibilité de poursuivre la guerre. En Ukraine, il en résulte une situation étrange. Soit Donald Trump est un instrument docile du Kremlin, exécutant la volonté de Moscou, soit il est un prédateur cynique qui utilise le Venezuela comme levier pour écraser l'économie russe. Ces deux thèses ne sont pas simplement incompatibles, elles, pour le dire intelligemment, s'annulent logiquement l'une l'autre. Bon, apparemment, cela ne dérange presque personne. Ceux qui défendaient avec ferveur une version prêchent maintenant l'autre avec le même enthousiasme. Au nom de... je ne sais même pas au nom de quoi, mais leur nom est Légion des imbéciles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi il est logique d'examiner calmement, premièrement, ce qui s'est réellement passé sur le plan politique et militaire, deuxièmement, comment cela influence déjà et pourrait continuer d'influencer l'économie russe dont on nous parle, et troisièmement, quelles en seront les conséquences. Pour la guerre en Ukraine, le coup porté au Venezuela, les responsables officiels russes et les intervenants patriotiques ont réagi à l'opération américaine au Venezuela presque simultanément. Inquiétude, indignation et panique latente. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration sévère ou dure, je ne sais pas comment le dire au mieux, qualifiant l'opération, y compris les frappes et la capture de Nicolás Maduro, d'actes d'agression armée. Ils ont également exprimé leur profonde préoccupation et leur condamnation. Les motifs américains ont été déclarés infondés et il ne restait à Moscou qu'à exprimer sa solidarité avec le peuple et la direction du Venezuela, allié pétrolier, ainsi qu'à recourir à une rhétorique anti-américaine. Le sénateur russe Pouchkov a rappelé que l'objectif stratégique des États-Unis était de contrôler le pétrole du Venezuela, qui possède les plus grandes réserves prouvées au monde. Oui, des réserves prouvées. Oui. Dmitri Medvedev l'a dit encore plus simplement. Trump ne cache pas qu'il veut s'emparer du pétrole vénézuélien, mais la Russie et la Chine ne l'ont jamais caché non plus. Oleg Deripaska est allé plus loin que tous les autres. Et si les États-Unis prennent le contrôle des gisements du Venezuela et du Guyana, ils contrôleront plus de la moitié des réserves mondiales prouvées de pétrole. Cela signifie qu'ils pourront imposer un plafond de prix sur le pétrole russe, mettant en danger le modèle économique actuel de la Russie et son capitalisme d'État sacré, qui a l'habitude de ne pas se presser, de ne pas réduire les coûts, de ne pas se débarrasser des actifs non essentiels et de construire sans fin des projets grandioses aux frais de l'État. La Russie a investi pendant de nombreuses années au Venezuela. Crédit, investissement, protection politique, coopération militaire. Une part importante de ces investissements pourrait désormais partir en fumée du jour au lendemain si le régime de Caracas passe finalement sous l'influence de Washington. Dans les médias russes et parmi les experts, une question revient de plus en plus souvent. Y a-t-il des entreprises américaines qui vont exploiter les ressources pétrolières au Venezuela ? Le monde recevra un nouveau flux puissant de pétrole et les prix devront s'ajuster à la baisse. Le pétrole, le rouble et les ciseaux du budget. Pour la Russie, le prix du pétrole n'est pas simplement un graphique dans le terminal d'un trader, mais le rythme de toute l'économie. Quand le pétrole est bon marché, le rouble faiblit. Un rouble faible rend les importations plus coûteuses, augmentant ainsi l'inflation.
Ce qui maintiendra la situation, c'est que la Banque centrale sera obligée de conserver des taux directeurs élevés, ce qui, naturellement, freinera la croissance des investissements. Si le prix du pétrole reste longtemps à 40-50 $ le baril, le budget sera confronté à un choix inévitable. Soit continuer à financer la guerre et réduire les dépenses pour les programmes sociaux, l'éducation, la santé, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, soit préserver au moins une certaine stabilité sociale et réduire les dépenses militaires, c'est-à-dire de facto aller vers un gel ou une fin de la guerre. Oui, le coût de production en Russie reste inférieur à ces niveaux et techniquement, il est possible de continuer à pomper presque à zéro juste pour maintenir le flux de trésorerie. On ne peut pas vivre ainsi longtemps. Impossible, les investissements chutent, l'infrastructure vieillit, le retard technologique s'accroît et dans le contexte des sanctions et de l'isolement technologique, cela ne devient pas un simple inconfort temporaire, mais un piège stratégique. 3 leçons du monde, l'Inde, l'Iran, Cuba. Le plus intéressant, ce ne sont même pas les calculs économiques, mais l'effet psychologique du blitzkrieg vénézuélien. La première leçon, c'est l'Inde. Les militaires indiens ont vu ce qu'il était désagréable d'admettre à voix haute. Les armes russes n'ont pas pu arrêter ni les missiles américains, ni les hélicoptères avec des troupes américaines à bord. Peu importe combien de systèmes de défense antiaérienne russes étaient en place, peu importe le nombre de soi-disant sans équivalent, le résultat a été le même. Les Américains ont accompli leur mission et sont repartis. Cela signifie une chose simple. Si demain l'Inde se retrouve face à un adversaire équipé de systèmes américains, alors qu'elle-même reste sur du matériel russe, l'issue de cette confrontation est facile à prédire. Les contrats avec le complexe militaro-industriel russe deviennent risqués plutôt qu'une alliance. La deuxième leçon concerne l'Iran. L'ayatollah, assis dans un bunker profond pendant de nombreuses années, était convaincu que s'il y avait un danger, il venait d'Israël, mais Israël n'a pas de moyen simple d'atteindre son refuge. Il semblait aussi que les Américains n'iraient pas jusqu'à larguer une bombe là où il se cache. Et soudain, il s'est avéré qu'il était possible de faire encore pire, non pas détruire, mais simplement enlever le dirigeant. L'équipe de sécurité composée de Cubains, d'Iraniens et d'autres alliés, je ne sais pas exactement combien ils étaient, a été écrasée là-bas. En quelques minutes, il ne restait plus personne des forces spéciales d'élite qui protégeaient le bunker vénézuélien. Au maximum, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est blesser légèrement 2 soldats de la Delta Force. Après cela, n'importe quel général iranien commence à prendre plus au sérieux le scénario dans lequel la porte du bunker s'ouvre simplement par des personnes qu'il n'attendait pas. La troisième leçon, Cuba, si Yankee, mais à Cuba, il devrait simplement y avoir un silence de deuil, et il devrait y avoir une véritable panique là-bas. Un pays incapable de se financer lui-même sans donateurs extérieurs vivait grâce au pétrole vénézuélien, offrant en échange de la sécurité, des instructeurs, des protections pour des régimes et des combines. Maintenant, tous les gardes autour du bunker principal de Maduro sont morts. Aucun système d'alerte précoce n'a fonctionné. Sous leur nez, les agents de sécurité cubains se sont fait enlever l'objectif principal pour lequel ils étaient payés, et la source de l'argent était le pétrole vénézuélien. Il se peut qu'elle s'épuise très bientôt. L'Union soviétique, qui payait autrefois, n'existe plus, la Russie ne paie pas beaucoup, et le Venezuela pourrait être perdu. Qui va entretenir Cuba maintenant ? D'autant plus, comme le murmure l'un des architectes de toute cette opération. Leur compatriote Marco Rubio, un homme qui rêve toute sa vie de renverser le régime communiste dans sa patrie historique, a dit à leur place « Marco Rubio ». Je commencerai à être très nerveux. Pour la Havane, ce n'est pas une image ni une figure de style, c'est l'avenir proche. La Russie dont la motivation n'existait pas, et c'est là que nous revenons à la Russie. Jusqu'au Venezuela. Le Kremlin n'avait ni la motivation de mettre fin à la guerre en Ukraine, ni la crainte de conséquences majeures précisément à cause de la poursuite de la guerre.
des sanctions et des pertes, mais rien d'assez grave pour inciter à une vraie réflexion. Si nous ne nous arrêtons pas, il se passera quelque chose de vraiment grave, et c'est précisément avec nous qu'une telle perspective apparaît désormais. L'Amérique a montré qu'elle pouvait frapper un nerf du système russe. Pas directement sur le pétrole, mais à travers le Venezuela, la Guyane, sa propre industrie du schiste et ses alliés dans le golfe Persique. Le pétrole vénézuélien ne reviendra pas à 3 millions de barils. Je veux dire par jour, bien sûr, pas tout de suite. Les gisements sont à l'abandon, l'infrastructure est détruite, une modernisation est nécessaire. Mais avec de puissants investissements et la participation des entreprises américaines, elle pourra fournir de façon stable 2 millions de barils par jour et les États-Unis pourront facilement ajouter encore des millions de leurs propres gisements. En conséquence, le monde se retrouvera dans une situation où Washington et les monarchies sunnites contrôleront en fait une part beaucoup plus importante du commerce mondial du pétrole. La Russie est obligée de vendre son pétrole à des prix imposés, ou bien elle perd carrément des marchés clés. Si les États-Unis parviennent à un accord avec la Chine sur des livraisons à des prix qui rendent l'extraction russe totalement dénuée de sens. Voilà, c'est la fameuse carotte et le bâton réunis en un seul bâton. Le risque du pétrole bon marché, l'effondrement du budget, le stationnement, la possibilité de parvenir à un accord. En mettant fin à la guerre en échange d'une stabilité relative et d'un accès au marché, le Kremlin a peut-être, pour la première fois depuis de nombreuses années, une véritable motivation de considérer la fin des hostilités non pas comme une défaite, mais comme un salut. 2 douzaines qui ont changé le monde. L'unité Delta est l'une des plus élitistes de l'armée américaine. Elle accueille les meilleurs rangers, parachutistes, spécialistes du combat rapproché, et y servir est un honneur presque sacré. Une autre unité similaire, ce sont les légendaires Navy SEALs de la Team 6. 2 douzaines de ces hommes viennent de montrer au monde entier que les États-Unis ne sont pas simplement un grand pays doté d'un immense arsenal. Un seul mouvement précis, une opération éclair peuvent changer l'équilibre des forces à l'échelle mondiale. Pendant que nous débattons de la propagande et des étiquettes comme l'Arbin de Poutine, quelque part dans les bureaux, les états-majors, chez les stratèges, les dictateurs, les tyrans et les présidents à vie, c'est la véritable panique. Les règles établies après la Seconde Guerre mondiale et ajustées après la guerre froide ne fonctionnent plus. Elles n'empêchent pas les guerres, elles ne punissent pas les coupables, elles n'assurent pas la justice. La plupart de ces normes sont rédigées de manière à être agréables à citer lors des conférences, mais pas à appliquer dans la réalité. Il faut de nouvelles règles, un nouvel ordre mondial. L'ancien a échoué et pour l'instant, seul un petit cercle sait à quoi ressemblera le prochain. Ce qui est assez mauvais pour les tyrans et les dictateurs, c'est que ce cercle se trouve autour de Trump, et pire encore, que le nouvel ordre a déjà commencé à être mis en œuvre. Sans discussion, sans référendum et sans les décors diplomatiques habituels. C'est tout pour les sous-titres. À la prochaine, mesdames et messieurs, dans ce nouveau monde où Dima Torzok a créé le prix du pétrole et une unité des forces spéciales. Cela signifie plus que les vieux slogans sur la multipolarité, la démocratie souveraine. Et autres bêtises creuses, comme on dit en Amérique, on fait les importants, on relâche de l'air chaud. Rien d'autre que cela, tout cela ne signifiait rien, mais cela procurait une sensation agréable à je ne sais qui, jamais à moi, probablement à d'autres personnes, parce que sinon pourquoi, si cela ne procurait même pas une sensation agréable, pourquoi raconter ces bêtises ? Au revoir, à bientôt.